actuellement avec Business France est essentiel parce que, j'en reparlerai un petit peu par la suite, c'est que le CES, je dirais peut-être un peu le point en haut d'une stratégie qui est beaucoup plus globale, hein, et qui va de toutes les manières vous permettre et vous obliger aussi à structurer pas mal votre démarche sur le plan commercial, en termes de communication, en termes de business model. Donc, il faut prendre ça presque comme une sorte d'examen aussi, hein. Et derrière, ça signifie, bien sûr, après le CES, c'est surtout pas baisser les bras. Il y a beaucoup de choses encore à réaliser par la suite. Sinon, c'est comme un soufflet, hein. Moi, j'en ai vu pas mal d'entreprises comme ça. Donc, c'est un point qui est extrêmement critique, d'où l'importance, effectivement, de cet accompagnement. Alors, juste peut-être, effectivement, pour me présenter, alors je vais partager mon écran, hein. Tac. Voilà. Paf. Voilà, donc, ouais, c'est bon. Donc effectivement, moi, c'est depuis 2014, hein, que je vais au CES, donc un peu moins longtemps qu'Olivier, hein, et avec une démarche aussi qui est assez similaire, puisque donc moi, je suis le fondateur de Livosphère, donc j'ai vraiment centré au départ sur toute la partie innovation technologique, donc notamment tout ce qui est la partie IoT, la partie IA, blockchain. Donc j'ai écrit pas mal d'articles et tous les ans, ce que je faisais, c'est que j'écrivais un peu à la différence d'Olivier du rapport d'Olivier Ezrati, qui faisait quelque chose qui était beaucoup plus exhaustif. J'essayais de voir vraiment quels étaient un peu soit les signaux faibles, les tendances, hein, que vous pouvez retrouver facilement sur mon site internet, les modèles économiques de certaines entreprises. Donc je suretais dans tout le CES pour identifier ça. Depuis 2 ans, c'est vrai que je me suis encore vraiment pas mal focalisé plus sur la partie innovation durable, donc innovation notamment autour de tout ce qui est environnemental, tout ce qui est donc aussi économie circulaire notamment, économie bas carbone. Je pense que ça va petit à petit devenir un sujet de plus en plus important aussi au CES. Et, c'est important d'en tenir compte dans le cadre du CES, hein, j'en parlerai aussi après, parce qu'il y a une vraie question de pourquoi est-ce que j'y vais, d'utilité, hein, et il faut que ça ait un impact derrière. Et puis là, j'ai terminé donc un bouquin, si jamais ça vous intéresse, qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance. Alors, comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'apporte un certain nombre de solutions, mais de solutions notamment pour les entreprises pour atténuer leur impact environnemental et s'adapter, hein, notamment au changement climatique. Et là, alors pour les entreprises et les startups surtout qui sont présentes, gardez ça bien en tête parce que c'est des vraies opportunités aussi, hein, que justement de travailler sur ce type de sujet ou de l'intégrer. Je pense que ça commence à être une tendance. C'est pas encore vraiment une trop grosse tendance de fond de manière globale, mais ça va le devenir de plus en plus. Donc gardez ça bien en tête parce que le fait de l'intégrer, certainement, ça vous aidera par la suite. Alors, voilà. Alors, pour rappel, donc, comme je disais, il y a Olivier, qui est un peu vraiment le grand ponte du CES, hein, maintenant qui se focalise sur le quantique, et donc, qui a d'ailleurs écrit un certain nombre d'ouvrages sur le quantique, hein, 600 pages si ça vous intéresse. Donc, il a fait énormément de rapports, et je pense que c'est intéressant. Vous pouvez toujours vous référer au dernier rapport qu'il a fait, et qu'il fera d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'il n'en ferait plus. Mais le rapport du CES 2020, où il y a toute une première partie, hein, qui précise ou qui donne un très grand nombre d'indications sur la manière de faire, des trucs et astuces. Donc, je vous conseille très, très fortement, pour ceux qui n'ont pas fait, pour celles et ceux qui n'ont pas fait, de télécharger ce rapport et de regarder les parties qui suivent, soit, mais surtout les premières parties. Ça vous donne énormément d'informations qui sont toujours valides aujourd'hui, avec une petite couche digitale en plus, enfin une grosse couche digitale en plus dont on va parler aussi, hein. Et donc, la présentation, donc il y a des éléments qui viennent de la présentation d'Olivier, mais j'ai rajouté un certain nombre d'éléments additionnels parce que j'ai aussi évidemment un certain nombre de choses différentes que j'ai vues, puis il y a aussi des évolutions par rapport au CES. Si jamais, comme on a un petit peu de temps, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre ça dans le chat. Alors moi, je ne vais pas les voir, mais à ce moment-là, vous pouvez m'interrompre, Eric, ou quelqu'un d'autre, ou Audrey, vous pouvez m'interrompre, hein, dans le flux. Il n'y a pas de souci. Alors,
petit point, en fait, le CES est organisé par le Consumer Technology Association, qui a vraiment pour mission de gérer ou d'organiser l'ensemble du CES. Donc le CES, c'est le nom de l'événement, le CTA, c'est l'organisme qui est derrière, qui a un vrai rôle aussi de lobbying, notamment parce qu'il regroupe évidemment énormément d'entreprises qui justement vont être présentes au CES. Donc c'est une force de frappe qui est importante. Alors pour la petite anecdote, il y a Gary Shapiro qui vient de recevoir, je crois que c'est la Légion d'honneur par le président de la République. Je pense que la raison, c'est il faut vraiment être clair, hein, le CES a été un véritable tremplin pour la French Tech, hein, comme le disait très bien Eric, depuis 2014, avec ce qui a permis l'émergence d'énormément de startups. Il ne faut pas se cacher, hein, parce que moi j'y suis donc depuis 2014. Il y a énormément de startups, notamment dans le domaine de l'IoT, qui ont fait faillite, qui n'existent plus, la plupart. Est-ce que c'est gênant? Pas nécessairement, parce que de toutes les manières, c'est souvent comme ça que ça se passe en termes d'innovation. Deuxièmement, ça a créé une dynamique. Et puis, les entreprises et les startups qui vont aujourd'hui au CES sont nettement plus mûres que ce qu'on avait en 2014, évidemment, où on voyait des choses, tout est possible avec des choses qui sont assez improbables. Et c'est comme toute courbe d'expérience, il faut commencer par un début, hein, c'est ce qui s'est passé. Hein, et les entreprises qui vont au CES sont beaucoup mieux armées. Ils vont parce qu'il y a un vrai sens pour y aller, hein, et l'intègrent dans une dimension globale. Hein. Je dirais, il y a un certain nombre d'années, il y a peut-être 4-5 ans, il y a des entreprises qui allaient un peu la fleur au fusil au CES et qui n'avaient pas trop prévu avant et pas trop prévu après ce qui se passait à le CES. C'est plus du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, il y a eu d'autres, il y a d'autres CES. Hein. Il y a aussi un CES à Shanghai qui a quand même nettement moins d'impact que le CES de Las Vegas, surtout maintenant. Il y a pas mal d'études de marché aussi qui sont réalisées par le CTA. Comme ça réunit un très grand nombre d'acteurs, ça permet aussi, entre guillemets, de pousser un certain nombre de standards, ou de réunir un certain nombre d'entreprises autour de standards. En termes d'annonces, en réalité, il y a parfois effectivement des annonces au CES, pas tant que ça de la part des grandes entreprises aujourd'hui, parce que généralement, elles préfèrent faire leur événement par elles-mêmes. Donc, mais j'en parlerai par la suite. Ce qui est très, très intéressant au CES, c'est de voir quelles sont les tendances de fond, surtout pour ceux qui ont un peu été plusieurs années de suite. Vous voyez des signaux faibles, des choses, des tendances, des variations qui sont extrêmement intéressantes pour votre propre business. Mais on va en parler. Alors ici, avant de commencer par le CES, il y a une étude qui a été faite récemment, qui est faite d'ailleurs tous les ans par Gartner, sur les principales technologies, alors là pour 2022. Alors ça, donc comme je dis, c'est au-delà du CES. Alors pour les résumer, on pourrait dire qu'il y a vraiment trois grandes tendances. La première, c'est évidemment le travail à distance, et donc on le voit notamment, c'est les Distributed Enterprise ou Total Experience. C'est toutes les technologies qui permettent ou facilitent le travail à distance ou justement le travail ou la coopération à distance. Ça a du sens évidemment dans le contexte de la pandémie, mais ça a aussi du sens pour une raison même, y compris en termes d'impact carbone, parce que si vous partez très régulièrement, je sais pas, aux États-Unis ou en Asie, eh bien, évidemment, le fait de travailler à distance, vous réduisez votre nombre de vols et que vous faites un certain nombre de choses et vous avez les outils adaptés pour pouvoir le faire sur place, eh bien, évidemment, ça réduit aussi l'impact environnemental. Et puis, de l'autre côté, ça permet de garder un lien à travers, je dirais, toutes les entités. On a des entreprises qui sont de plus en plus distribuées, on l'a vu encore une fois par la pandémie. Et
cette tendance-là, donc aussi là aussi, en termes de start-up, si vous avez des outils qui vont dans ce sens-là ou qui facilitent justement soit ce télétravail, ce télécollaboration, effectivement, c'est un plus. Ensuite, il y a tout ce qui concerne autour de l'intelligence artificielle, évidemment. L'intelligence artificielle, on va le voir dans pas mal de domaines différents. Aussi bien, alors, j'avais entendu ce matin, c'était Dassault Systèmes, qui expliquait que l'ensemble des vaccins qui avaient été testés à ARN ont été testés au préalable sur des jumeaux numériques humains, qui permettent donc de tester un certain nombre de choses. Alors, évidemment, c'est un jumeau numérique, mais qui est différent. Évidemment, on ne va pas prévoir l'ensemble des interactions dans le corps humain, mais ça permet d'avoir une sorte de première vision, peut-être de voir un certain nombre de choses sur une échelle beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un exemple. Mais de la même manière, donc on va bien sûr utiliser l'intelligence artificielle pour recréer des interactions. On va aussi utiliser donc l'intelligence artificielle pour pour filtrer un certain nombre de données. Si par exemple on est dans le domaine de l'IoT, l'exemple typique, c'est alors si on est sur soit une chute de personnes ou on veut alerter qu'il y a, je sais pas moi, tel ou tel produit qui ne fonctionne plus très bien, on veut faire de la sorte de pré-diagnostic ou de diagnostic, eh bien, on va collecter un certain nombre de données et en collectant ces données, on va sur base aussi des retours d'expérience, soit en termes de panne, ou etc., on va être capable de déterminer ou d'anticiper un certain nombre de choses et donc ensuite d'avoir un certain nombre d'interactions et de pouvoir même proposer un certain nombre de solutions et de services. Ça peut être de la maintenance ou alors ça peut même être utilisé pour identifier au préalable que qu'un client va de moins en moins utiliser son produit ou ne sait pas utiliser son produit. Donc on voit l'intérêt effectivement de l'intelligence artificielle. Juste un point aussi qu'il y a derrière, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Donc là, on voit quelques exemples ici, tout ce qui est cybersecurity mesh, privacy enhancing computation. Là, en particulier dans le domaine de tout ce qui est objets connectés, l'IoT, mais aussi sur les autres solutions, il ne faut transférer que les données qui sont nécessaires. Et il y a un risque de plus en plus grand. Donc, si vous commencez à collecter des informations qui sont personnelles, vérifiez que vous ayez vraiment besoin de ces informations personnelles et que vous ne pouvez pas, à la limite, récupérer plus des données, peut-être plus fonctionnelles et potentiellement faire, notamment sur la partie IA, c'est de l'IA embarquée. C'est-à-dire que typiquement, vous allez avoir des réseaux neuronaux, par exemple, que vous aurez entraînés sur le cloud, mais dont le modèle, potentiellement, vous pourrez le mettre, par exemple, sur une puce et potentiellement, effectivement, commencer à apporter de l'IA, utiliser des modèles, des réseaux neuronaux de manière embarquée, sans nécessairement remonter de données. Potentiellement, après, il y a aussi d'autres techniques. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qu'on appelle federated learning ou transfer learning. Ce sont aussi des techniques d'utilisation d'IA qui évitent de remonter des informations personnelles parce que derrière données personnelles, il y a aussi toute la problématique de la cybersécurité. Il faut à la limite anticiper dès le départ que vous allez vous faire hacker vos produits et hacker vos systèmes. Et en partant de ce principe-là, vous posez la question, si je me fais hacker et que je sais pas, des données personnelles sont sur mon système, qu'est-ce qui se passe? Et la meilleure solution, c'est de ne pas avoir ces données personnelles, ou alors il y a d'autres techniques, il y a des techniques de hachage qui vous permettent, par exemple, vous créez une sorte de signature des données personnelles, et, pour avoir une sorte de signature, mais ce n'est pas les données en clair que vous avez sur votre plateforme. Et puis, dernier point aussi, qui fait le lien avec ce que j'ai dit précédemment, notamment l'IA, c'est l'automatisation. On va le voir de plus en plus des solutions où on va utiliser automatisation. Donc, automatisation, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais ce qu'on appelle notamment RPA, c'est Robotic Process Automation, où on va avoir des systèmes potentiellement informatiques qui seront hétérogènes, mais qu'on sera capable, en fait, de faire travailler ensemble en utilisant notamment des systèmes d'IA. Et donc, même si,
et ça, c'est une dimension qui est importante, même si vos systèmes ne sont pas complètement compatibles, on va de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de faire le lien entre les deux, pour faire des copier-coller ou pour comprendre des données de l'un ou le traduire dans l'un en l'autre. Et donc, dernier point à la limite pour tirer de là, c'est vous pouvez vraiment aussi avoir un rôle, moi ce que je dirais un peu de plateforme architecte, c'est-à-dire que je pense qu'un des gros axes qui va arriver par la suite, c'est la capacité aussi à faire le lien entre un grand nombre de services, d'applications qui sont différentes. Donc, notamment dans l'architecture, dans la manière de faire, ça signifie que quand vous construisez votre produit, vous devez être capable de très facilement collecter des données qui sont externes, pouvoir les renvoyer et vraiment de jouer le rôle un petit peu, alors soit de plateforme par-dessus ou en dessous, parfois vous êtes en dessous, par-dessus, à côté, etc. Mais avec une très grande flexibilité, avec notamment des systèmes un peu modulaires. Donc je voulais vous donner quelques de ces éléments là, parce que voilà, ça pourra vous être utile par la suite et ce seront des plus par la suite. Alors maintenant, si on regarde au niveau des tendances clés, plus spécifiquement pour le CES, il y a beaucoup qui va tourner autour de la food tech, donc tout ce qui est bien sûr la partie livraison, protéines, digital et agriculture. Là encore, il faut juste un petit peu faire attention parce qu'il y a un peu des effets de mode. Je vais donner juste un exemple qui est tout bête, mais pour ceux qui connaissent Beyond Meat ou Impossible Food, dans un certain nombre de cas, c'est un petit peu la nourriture qui est proposée sont des nourritures qui sont extrêmement transformées, hein, donc qui ne sont pas nécessairement bonnes. Donc il peut y avoir, faut faire attention aux effets de ce que moi j'appelle le backlash ou le boomerang, donc par rapport à ça. Mais en revanche, il y a un vrai besoin d'innovation dans ces domaines-là, une vraie demande. Il faut savoir qu'on va avoir effectivement de plus en plus de problématiques pour se nourrir. Aujourd'hui, les métiers dans l'agriculture sont très fastidieux. Et d'autre part, il y a une vraie problématique en termes de consommation d'eau, de consommation aussi de pesticides. L'agriculture bio, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Donc, notamment l'utilisation de techniques qui sont bien sûr respectueuses de l'environnement, mais qui de l'autre côté facilitent le travail, c'est une tendance forte qu'on va avoir. On parle aussi de fermes digitales ou d'autres, par exemple. Il y en avait, il y a MyFood notamment qui était là l'année dernière, enfin il y a 2 ans qui a fait. Deuxième point, c'est évidemment la santé digitale, notamment avec la capacité aussi de pouvoir identifier ses propres, ce qu'on appelle un peu faire ses propres diagnostics, entre guillemets, hein, d'avoir un certain nombre d'informations sur soi, et de pouvoir, c'était la MIT qui, l'année dernière, avait été capable, grâce à un moteur d'intelligence artificielle, de pouvoir, en fonction de votre tout, déterminer si vous aviez la Covid ou pas. Donc là aussi, c'est vraiment l'utilisation à la fois de données, et de l'autre côté, pour être capable de faire un certain nombre de recommandations. Et d'ailleurs, ça va même avoir des impacts sur votre type de mode de vie, votre alimentation, etc. Encore, bien sûr, faire attention sur toute la partie, bien sûr, données personnelles, hein, qui est extrêmement sensible sur ce sujet-là. Robotique, il y a aussi… Je vais te couper 30 secondes. Oui. Je sais que tu as beaucoup de slides et qu'on va être un peu serré en termes de timing. Ouais, bon, j'allais un peu plus rapidement. Ok, mais de toute façon, on est jusqu'à 10h30, mais après les autres choses vont aller plus rapidement. Ok, je vais aller plus rapidement. Ok, donc robotique, mais t'inquiète pas, c'était les parties où je parlais un peu le plus, après ça va plus rapidement, c'est pour ça. Ok, robotique et IA, donc là j'en ai un petit peu parlé, hein, notamment dans le domaine de l'automatisation des entreprises, de l'industrie qui va devenir essentielle. Tout ce qui est innovation durable, notamment, juste pour donner un exemple, sur la partie économie circulaire, il y a une grosse problématique parce qu'on a beaucoup de produits qui sont hétérogènes, sans déchets, donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir les transformer. Eh bien, évidemment, l'utilisation de l'IA ou la robotique permet plus facilement de le transformer en nouveaux produits. Bien sûr, mobilité douce et mobilité électrique, notamment pour trouver des alternatives, notamment aux véhicules, et tout ce qui est cybersécurité.
Il y a d'autres, évidemment, d'autres secteurs qui vont pas mal monter. C'est tout ce qui est space tech, actifs numériques, et tout ce qui est AR/VR. On parle notamment de métaverse ou de métavers, qui sont des tendances de fond de toutes les manières, mais qui vont sans doute s'accroître. Après, il faut juste faire attention un petit peu au tech bashing et est-ce que ça a vraiment un impact ou pas. Alors, si on regarde au niveau des différents types de visiteurs habituels au CES, c'est extrêmement varié. Donc, ça va aussi bien évidemment des distributeurs que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont être intéressés par votre produit parce que c'est une vraie vitrine. Il y a aussi ce qu'on appelle les VAR, sont tous ce qu'on appelle des vendeurs à valeur ajoutée, qui vont utiliser votre produit et qui vont, par exemple, le revendre avec leur service par-dessus. Donc ça, c'est très intéressant, notamment d'échanger avec ce type d'entreprise parce qu'ils vont aussi vous permettre de voir comment votre produit peut aller au-delà de ce qu'il fait actuellement. Et c'est important de voir aussi le contexte, puis après tout, aussi des modèles économiques, notamment d'apport d'affaires, etc., à construire avec ça. Là-dessus, il peut venir un vrai levier. Le seul point, bien sûr, il faut faire attention sur la partie marge, mais en général, si vous travaillez avec des entreprises, c'est aussi les VAR qui vous permettent d'avoir un levier financier beaucoup plus fort parce que votre solution, avec d'autres services, peut avoir un impact beaucoup plus important. Je parle principalement en B2B. Bien sûr, les telcos, les constructeurs, tout ce qui est semi-conducteurs. Donc là, ça peut être intéressant aussi pour vous d'avoir des informations sur quels sont les… comment dire, faire de la veille pour vos produits électroniques, des différents types de semi-conducteurs, les différents types de produits. Ça devient d'autant plus important aussi de se renseigner sur comment ils font face, par exemple, potentiellement la réduction les pénuries de semi-conducteurs. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions sur ce type de sujet parce que on voit ce qui passe, notamment, je crois que c'est Stellantis qui a dû arrêter des usines parce que ils n'ont plus de composants. Donc, c'est vraiment une dimension qu'il faut que vous intégriez et potentiellement aussi que, notamment même de la conception de votre produit, pour pouvoir réutiliser des anciens produits ou d'autres choses, c'est un point intéressant. Sinon, de l'autre côté, sur la partie, vous allez bien sûr avoir un certain nombre de médias, sans doute un peu moins que ce qu'on a vu l'année précédente, les années précédentes, peut-être plus spécialisées, plus pro. Il y aura sans doute, on en parlera un peu moins de politique aussi là-dessus. Donc, broadcasters, des régulateurs aussi, même si on les voit, mais peut-être un peu moins, pas mal de communicants et d'autres industries. Et bien sûr, l'autre point, c'est qu'on va avoir des visiteurs digitaux, puisqu'il y a une plateforme digitale qui est en place. Donc, c'est important, on le parlera après, d'avoir une présence digitale. Alors, là, j'ai repris, c'était les slides de l'année dernière, mais ça va jusqu'à 2021, où il y avait environ 150 exposants français pendant la CES. Il y en aura, c'est ce que m'avait dit Audrey, il devrait y en avoir à peu près 140, 150 en 2022. Comme l'a dit Eric, on va certainement avoir un public. Alors c'est un avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir un public certainement plus qualifié que ce qu'on avait les années précédentes, où vous alliez voir beaucoup plus de tout venant, entre guillemets. Donc ça, c'est un point positif, mais effectivement, il y aura moins, je pense, effectivement, de couverture médiatique. Il y aura pas de politiques qui viendront, surtout avec les élections présidentielles pour la France. Voilà, mais toutefois, il y a toujours des grandes entreprises qui vont venir. Donc n'hésitez pas effectivement à les solliciter. Pardon. Alors, pour être présent, il y a évidemment, et ça vous le savez, c'est ce que vous faites, vous êtes là avec un stand pour Eureka. Donc effectivement, il y a pas mal de startups, et vous le verrez, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est extrêmement concentré. Ce qui est très bien avec tout l'espace Business France, c'est que c'est vraiment central. On a une visibilité qui est très forte et une attente aussi très forte, qui est d'ailleurs même dite par le CTA, sur la partie française. Après, lorsque vous montez à l'étage, il y a donc au-dessus, c'est dans le stand, il y a des stands qui sont classiques et aussi d'autres stands qui se trouvent sur le Convention Center qui sont aussi présents et qui sont en général, lorsque vous êtes resté par exemple 2 ans en général donc à Eureka Park, vous pouvez basculer alors soit à l'étage du dessus, alors évidemment c'est un petit peu plus cher, en général c'est ce qu'ils font, alors si vous êtes spécialisé sur un domaine, par exemple dans le domaine automobile, vous allez partir sur le Convention Center.
qui sont vraiment aussi, hein, évidemment, qui permettent effectivement d'exposer après Eureka Park, qui sont destinés donc aux startups. Alors, il y a pas mal de startups qui font aussi de la multiprésence. Ça peut être aussi un bon moyen, c'est-à-dire que vous pouvez être présent, par exemple, à Eureka Park, mais vous pouvez être aussi présent, alors à travers, parfois c'est des grands groupes, ou parfois c'est un fournisseur de puces, ou d'autres choses comme ça. Et donc, vous pouvez avoir une multiple présence, et ça peut être toujours intéressant, parce que ça vous permet d'avoir potentiellement des leads, ou avoir des contacts qui sont différents. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont des suites dans des hôtels. L'intérêt, c'est surtout si vous avez des rendez-vous un peu qualifiés. Potentiellement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour certains d'entre vous, voilà, vous avez une suite. Alors, ça peut être encore plus pratique si c'est le Venetian, et vous faites venir un certain nombre de personnes pour des rendez-vous qualifiés là-bas, avec une sorte de petit showroom avec un certain nombre de vos produits. Hein. Bien sûr, après, il y a aussi bien sûr des visiteurs dans les voyages organisés ou des visiteurs indépendants. Et comme je l'ai dit, une visibilité aussi en ligne qui est importante, sur laquelle il faut s'appuyer. Alors justement, sur la visibilité en ligne, donc là, vous avez vraiment la possibilité de faire votre page qui va indiquer aussi bien, donc bien sûr, tous les éléments traditionnels. C'est très important, évidemment, de soigner sa vidéo, faites des vidéos courtes avec, on voit bien par exemple potentiellement vos produits, qu'on voit quel est l'intérêt de votre produit. Donc avec aussi ça peut être soit des PDF ou d'autres pour aller un peu plus loin, avoir là une facilité aussi d'accès, enfin de contact en amont, hein, et aussi avoir une partie pour la partie presse. C'est important parce qu'évidemment, il y a pas mal de personnes qui ne vont pas se déplacer. Et deuxièmement, il y a aussi pas mal de personnes qui vont, même à l'avance, évidemment, ce que notamment moi je faisais ou Olivier faisait, on va scanner ce type de page avant d'aller au CES pour faire notre sélection. Donc, si par exemple, vous tapez entre guillemets dans l'œil, des personnes, ils vont venir plus facilement vers vous, soit de manière digitale, soit en présentiel. Idem, donc là, effectivement, donc, ouais, ça c'est toujours le même principe. Effectivement, la possibilité aussi d'avoir des interactions en direct. En termes d'équipe, ça signifie que si c'est possible, il faut que sans doute il y ait une personne au sein de votre équipe qui se charge vraiment de ça, qui s'occupe potentiellement de. Enfin, il y a bien sûr la partie contenu, mais une partie, mais aussi tout ce qui est interaction, notamment sur le plan digital là-dessus. Alors maintenant, on va rentrer sur la partie plus produit. Alors, il y a plusieurs, évidemment, dimensions à voir. Il faut voir le cycle de vie de bout en bout. Donc, dans le cycle de vie, ça signifie y compris la partie approvisionnement. Et donc, j'ai parlé de semi-conducteurs, mais il y en a d'autres. Donc, ça signifie que, et ça, c'est un point qui va être très critique. Hein. Aujourd'hui, vous avez la plupart, je pense que vous avez des prototypes. Peut-être il y a certains d'entre vous qui sont déjà dans une phase d'industrialisation, voire qui ont commercialisé leurs produits. Le point, c'est vraiment de se dire, OK, quels sont les éléments critiques que j'ai dans mon produit? Quels sont potentiellement les risques en termes d'approvisionnement que je vais avoir? Est-ce que je serai en capacité de tout, si par exemple j'augmente fortement mes capacités, est-ce que je serai en capacité de tout produire? Et quel sera potentiellement le coût aussi, hein? Donc, il est tout à fait, si par exemple des semi-conducteurs sont multipliés par 3 ou tel autre produit sont par 3, c'est vraiment important de faire une sorte de mini-analyse de risque là-dessus. Parce que ça va évidemment avoir un impact sur la disponibilité et aussi un impact sur le prix final, juste pour que vous sachiez lorsque vous vendez un produit dans un magasin. Donc là, lorsqu'on est en B2C, hein, j'entends, c'est différent sur la partie B2B, hein, mais en B2C, hein, le prix sortie usine, vous le multipliez par 3 et après derrière, vous avez le prix donc, TTC. Donc un produit que vous arrivez sorti d'usine à produire pour un coût de 100 € hors taxe, eh bien, ça signifie qu'en magasin, donc client particulier, vous pourrez le vendre à 300 € TTC. C'est des ordres de grandeur. Parfois, c'est mieux même multiplié par 4. Et ça, c'est super important parce qu'il y a vraiment une question de marge par la suite, hein, par rapport à ça. Donc ensuite, sur la partie, il y a tout ce qu'on appelle aussi minimum of quantity, hein, c'est quel est le lot de départ minimal. Là-dessus, une préconisation, c'est qu'il est préférable au départ
d'avoir des plus petites quantités, hein, de tester un peu le marché, de modifier le produit, hein, quitte à ce que le prix unitaire soit plus élevé, hein, et ensuite de pouvoir augmenter les volumes plutôt que d'avoir des gros volumes tout de suite. Parce que si vous avez des gros volumes dès le départ qui sont importants, hein, certes, effectivement, le coût unitaire est moins élevé, hein, mais si vous devez faire changer quelque chose ou la moule, etc., c'est la cata, parce que vous trouvez, grosso modo, vous retrouvez des produits très difficiles à vendre. Et en plus, si par exemple, vous n'arrivez pas à les vendre, vous retrouvez avec des produits sous le bras. Il y a un certain nombre de boîtes comme ça qui ont fait faillite, notamment dans l'IoT, des startups, à cause de ça. Donc, il est préférable d'avoir une approche beaucoup plus pas à pas, et d'autant plus, c'est d'autant plus critique qu'il y a pas mal de choses qui sont, comment dirais-je, il peut y avoir beaucoup de variations en termes de prix, beaucoup de variations en termes de besoins des clients par rapport à ça. Un autre point, alors tout dépend si vous êtes en B2B ou en B2C, mais il peut y avoir effectivement une valeur émotionnelle de votre produit, hein, que vous pouvez apporter. Donc là, il est évident que si par exemple vous êtes dans le domaine de la santé, du childcare ou des choses comme ça, et notamment à travers le design de votre produit, hein, vous pouvez apporter un certain nombre de dimensions additionnelles, et en plus, c'est un impact en termes de communication, parce qu'évidemment, c'est souvent cette approche-là ou cette accroche-là qui peut intéresser les médias. Mais après, la valeur émotionnelle, ça peut être aussi la valeur de la surprise, hein. C'est potentiellement une feature qui est un peu étonnante qu'on ne voit pas ailleurs, qui n'est peut-être pas fondamentale en réalité, hein, mais qui va attirer, hein, et qui va être un levier de communication. Bien sûr, la distribution, donc là, à voir, parce que c'est une distribution qui est purement online. Alors, il y a une technique, hein, qu'on peut avoir. Alors, ça permet un peu de se faire les dents. C'est de commencer par une distribution online, qu'on n'est pas encore trop sûr. Et puis, ensuite, lorsqu'on voit que ça fonctionne, on peut le faire en parallèle, commencer à établir des contacts sur le plan physique. Encore une fois, il faut bien faire attention parce que les marges ne sont pas du tout les mêmes, hein. Et puis, si vous faites online sur votre magasin, enfin, sur votre, sur votre boutique, en général, c'est quoi de manière globale, hein, c'est environ 10-15% lorsqu'on a tout. Ensuite, online, hors sa propre boutique, c'est peut-être une vingtaine de pourcents. Et puis, le retail, c'est genre aux alentours de 70% lorsqu'on a l'ensemble des trois éléments. Donc d'où l'importance, en fait, si vous ne faites pas du tout de retail, en particulier en B2C, hein, c'est problématique en termes d'étendue et d'envergure, en fait, hein. Sauf si, évidemment, vous voulez rester sur un petit marché et que les marges ne vous le permettent pas. Et bien sûr, il y a des questions, lorsque vous serez au CES, qui seront essentielles à se poser, c'est quel marché que vous visez. Alors, si vous allez au CES, uniquement se centrer sur la France, c'est un peu dommage, hein. Sur la partie Europe, c'est vrai que quand on va au CES, ça permet de rencontrer pas mal de distributeurs ou d'entreprises qui sont sur le plan européen. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, c'est pas mal aussi d'avoir au moins des premières relations aux États-Unis. Là encore, hein, il y a des modèles qui sont peut-être un peu plus légers, hein, où vous pouvez travailler avec une sorte de distributeur sur place. Je pense que Business France pourra tout à fait vous aider, hein, pour commencer à tâter un peu le terrain sur qu'est-ce qu'il est possible de vendre aux États-Unis. Et après, comme j'ai dit aussi, c'est la partie marge nette, dont j'ai parlé. C'est un point qui est crucial, surtout sur la partie objets connectés. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'entreprises, de start-up d'IoT qui sont cassées la pipe, particulièrement en B2C, hein, parce qu'elles ont vendu leurs produits, et donc connectés. Et comme, alors potentiellement assez cher, mais comme il faut mettre à jour de manière régulière ces produits, parce qu'il y a un changement d'iOS ou d'OS, il y a un changement, par exemple, de l'interface, etc. Ça vous coûte de l'argent. Mais en B2C, les gens ne sont pas prêts à payer pour, par exemple, pour avoir des services additionnels, ou très très peu. Donc, ce qui fait que les marges au fur et à mesure diminuent, hein, et au bout d'un moment, vous êtes fini, quoi. Donc, d'où l'importance aussi souvent d'avoir un modèle mixte, B2C et B2B2C, ou voire B2B. Hein. Parce que le B2B, c'est peut-être un peu moins, entre guillemets, sexy, hein, mais ça vous permet d'avoir une trésorerie qui est plus sûre. Et là, les entreprises sont beaucoup plus à même de pouvoir payer de manière régulière des services, avec toute la partie maintenance notamment. Donc,
l'autre chose, c'est qu'en général, donc, quand on va à Eureka Park, on le fait souvent sur une période de 2 ans. Donc, on va, en général, la première année, on a un produit, un prototype qui tient la route, qui est fonctionnel, mais qui n'est pas encore industrialisé. Ça permet de tester un peu l'appétence du marché, des distributeurs. Et ensuite, quand vous avez ça, alors parfois d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui associent ça avec une campagne de crowdfunding. Quand vous avez suffisamment d'éléments et que vous êtes suffisamment crédible, là, vous pouvez basculer sur la phase industrialisation. Et la deuxième année, là, l'objectif, c'est vraiment de vendre au maximum, donc à travers les différents réseaux, parce que vous avez un produit. Il faut faire très attention parce qu'il faut être quand même pas trop mal avancé, même y compris pour la première année, parce que l'industrialisation est une phase extrêmement compliquée. C'est là où la plupart des boîtes se plantent parce qu'elles se disent bon, grosso modo, j'ai un prototype qui tient la route et puis au final, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les quantités ne sont pas les bonnes, il faut modifier tel ou tel type d'élément. Donc faites très attention à cette phase-là. C'est là où pas mal de boîtes se plantent et comment dire, c'est un vrai trou pour pas mal d'entreprises. Donc c'est un point sur lequel il faut être extrêmement attentif. Et l'objectif, c'est surtout de ne pas louper le coche après. Donc, quand vous arrivez pour le deuxième CES. En termes donc, de produits, donc, notamment, il y a, disons, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un produit qui associe du matériel et de logiciel. La raison, c'est que ça permet évidemment de vendre du service lorsqu'on est en B2B. Quand j'ai dit en B2C, il y a un seul point auquel faire attention, c'est que, comme j'ai dit, les particuliers payent rarement pour un service. Et donc, voilà, c'est un petit peu, il faut faire attention effectivement à cet élément-là pour voir comment vous tenez là-dessus. Donc, il y a des entreprises aussi qui n'ont pas besoin nécessairement d'être connectées. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller au CES pour ça aussi? Le logiciel, alors le logiciel en tant que tel, c'est très bien. Au CES, on dirait en général, c'est plutôt à éviter parce que malgré tout, c'est avant tout des produits. C'est très difficile de faire des démonstrations entre guillemets, on peut faire des démonstrations, mais c'est un peu moins évocateur. Le seul point par rapport à ça, c'est que toutefois, il y a quand même une tendance vers de plus en plus de logiciels. Et à ce moment-là, si par exemple, vous avez des logiciels, vraiment mettez-le en scène avec des produits, pas uniquement avec des écrans. Et là, après, il y a quand même un avantage par rapport au logiciel, c'est qu'en termes de marge, c'est beaucoup plus important, quoi. Et à ce moment-là, le principe, c'est de montrer comment votre logiciel peut être utilisé dans un très grand nombre de produits. Et après, évidemment, en termes de différenciation, lorsque vous aurez votre stand, la partie démonstration est essentielle. Alors évidemment, il y a la partie vidéo, mais votre produit lui-même, qu'on puisse l'utiliser. Et que d'ailleurs vous en ayez plusieurs, c'est un point qui est important parce qu'il y en a un, par exemple, que vous l'avez sur votre stand, et un autre, si c'est possible, que vous pouvez montrer ailleurs. Alors, quelques points par rapport entre 2021 et avant et 2022. Alors, voilà, c'est une reprise après une version digitale, ce que disait Eric, un peu en demi-teinte. C'était pas, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les personnes. Il y a donc, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, on va être beaucoup plus B2B. Je pense. Quand je dis B2B, ça signifie que des exposants ou des visiteurs qui seront plus qualifiés. Sera beaucoup moins entre guillemets grand public en termes de visiteurs. Après, bien sûr, les clients peuvent être grand public. Il y aura une pression aussi, je pense, beaucoup plus importante sur l'impact environnemental sur le salon et l'utilité des solutions proposées. Donc, si vous avez vraiment quelque chose, faites attention parce que si vous montrez un aspect trop gadget de votre produit, le risque, c'est notamment en termes de médias, soit qu'on n'en parle pas, soit qu'en termes de médias, on vous ridiculise, quoi. Il faut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que je vais au CES et voilà, montrer que c'est un vrai intérêt d'y être, quoi. Donc, comme j'ai dit, une couverture médiatique qui devrait être plus ciblée, donc moins importante sur le plan grand public, mais plus ciblée. Et le CES Las Vegas n'est plus vraiment nécessairement un passage obligé. On voit pour les licornes qui sont sorties récemment, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est plus dans la partie logicielle, c'est pour ça, qui ne sont pas nécessairement passés par le CES. Toutefois, encore une fois, le CES, il faut vraiment le prendre comme
ça peut être un moyen de montrer effectivement au produit. Enfin, c'est comme je dirais, une sorte d'examen de passage, mais un très gros examen. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'y aller, hein, parce que ça va vous obliger à cristalliser ou à formaliser l'ensemble de vos démarches, y compris sur le plan commercial, produit, etc. Donc, comme voilà, il y aura certainement beaucoup moins, pardon, de présence chinoise et asiatique, hein. En revanche, la présence digitale sera beaucoup plus forte, d'où effectivement l'importance d'y faire particulièrement attention. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais, salon qui s'entraînera beaucoup plus sur le B2B et le B2C. Alors, pourquoi y aller? Donc ça, c'est des choses que vous devinez, hein, bien sûr. Il y a plusieurs phases. Il y a le fait de communiquer, bien sûr, sur la sortie d'un produit, d'un service. Là, vous le disiez, soit la première année ou la deuxième année, en fonction de là où vous êtes, en fonction du niveau de production, de maturation où vous êtes. C'est aussi un moyen d'être légitime auprès d'investisseurs et de clients potentiels. Donc, ça signifie aussi les contacter à l'avance, leur dire que vous y êtes, les rencontrer. C'est vraiment un lieu où il y a une grosse concentration d'entreprises, de clients potentiels. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous à l'avance avec eux. Après, c'est bien sûr l'occasion de réaliser des partenariats avec des entreprises internationales, mais même aussi de prendre des contacts avec des entreprises sur le plan international. Encore une fois, comme vous êtes potentiellement en début de phase, ça peut être même intéressant quand vous faites ce type d'échange, de prendre attache une première année, puis après derrière, c'est l'occasion de basculer sur quelque chose de plus concret. En général, le CES, c'est l'occasion vraiment de tendre des perches, hein, sur pas mal d'endroits, de faire des premiers contacts, et ensuite derrière, c'est à vous de les transformer en partenariat. Donc ça signifie un suivi par la suite. Bien sûr, c'est évident de s'ouvrir sur les nouveaux marchés, hein. Bien sûr, les États-Unis, mais potentiellement aussi ailleurs. Ça peut être même l'Amérique latine ou d'autres, ou bien sûr en Asie, même si c'est un peu plus compliqué. Mais donc ça, c'est un point qui est important. Et autre chose, c'est réaliser de la veille technologique et concurrentielle. C'est vraiment, je leur dirai après, mais il est essentiel, si vous pouvez, mais c'est vraiment important il y ait des personnes qui fassent un peu le tour au minimum de Récaparc chez vous. Parce que vous allez pouvoir vous situer par rapport aux autres entreprises, vous allez pouvoir récupérer des idées, des positionnements auxquels vous n'y avez pas pensé. C'est vraiment un très très bon moyen de savoir tester des discours que d'autres ont et que vous n'avez pas, parce que vous allez obligatoirement trouver des produits qui ont certaines ressemblances avec le vôtre, qui rappellent ou qui… Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir des personnes dans votre équipe qui fassent un peu ce tour avec des rotations. Et bien sûr, il faut vraiment un plan de bataille, hein, je vais en parler après, pour valoriser mieux le CES. C'est-à-dire que d'un côté, il faut se dire que toutes les choses que vous faites pour le CES, vous devez aussi pouvoir l'utiliser de par ailleurs indépendamment du CES. Donc, par exemple, si vous faites une vidéo, très bien, vous allez l'utiliser bien sûr pour le CES, mais vous pourrez l'utiliser par la suite. Tout ce qui est communication, grosso modo, vous structurez votre entreprise, certes, pour le CES, mais vous allez structurer pour qu'elle aille bien plus loin par la suite, indépendamment même du CES ou après le CES. Voilà. Et voilà, c'est d'où je disais que le CES va faire partie d'une stratégie qui est plus globale. Donc voilà, un plan de bataille, c'est définir quels sont l'objectif clé à atteindre, ce que vous rencontrez, que préparer. Je pense que tous les ateliers avec Business France vous aideront. Soigner la présence digitale. Donc, en étant clair aussi où est-ce que vous en êtes, ce que vous cherchez. Encore une fois, si par exemple, il faut quand même que vous soyez clair, essayez pas de trop non plus vous mousser. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un prototype, ça ne sert à rien de dire que oui, l'industrialisation, c'est super facile, vous allez arriver bientôt. Soyez clair, les gens n'ont pas de temps à perdre. Surtout maintenant, au CES, les gens ont besoin de savoir où est-ce que vous en êtes pour pouvoir vous aider le cas échéant. Donc, avertir évidemment les partenaires, et c'est sûr avec eux que vous pouvez les rencontrer là-bas. Donc, il y a un vrai travail de savoir qui y va, quand est-ce qu'on y va, et potentiellement, s'ils n'y vont pas, c'est pas grave, on se voit après. C'est vraiment un moyen, c'est un levier pour justement commencer à créer des partenaires. Bien sûr, il y a toute une question de priorisation. Vous allez être assailli de propositions, vous allez être assailli de possibilités, d'opportunités. Donc, ça signifie être capable de prioriser.
prioriser, donc c'est soit à travers donc préparer aussi des techniques pour récupérer, est-ce que c'est les cartes de visite ou une technique de scanning, ou est-ce que vous notez sur un calepin qui est commun, enfin entre guillemets un bloc-notes digital commun, etc. Trouvez des solutions, automatisez ou organisez-vous pour que ces choses-là soient le plus facile après derrière à récupérer et réutiliser. Donc vous avez votre base de données après, vous récupérez un certain nombre de, je sais pas, par exemple à la fin de la soirée, vous récupérez soit les cartes de visite ou des adresses mail, etc. Pouf. Et le lendemain, à ce moment-là, enfin après, vous avez cette base de données, vous priorisez qui vous voulez contacter et après vous les contactez. Autre chose, c'est un petit détail tout simple. Hein, moi, c'est ce que j'ai sur mon ordinateur, mon téléphone. Vous pouvez créer un QR code de votre carte de visite. Là, c'est très simple. Vous créez votre QR code de votre carte de visite. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire, voire automatiquement. Ben, va vous le présenter. Comme ça, la personne a directement votre téléphone, vos coordonnées dans son téléphone, et après, bien sûr, évidemment, il faut que vous récupériez les siennes. Ce qui est aussi potentiellement, ça va faciliter lorsque vous l'envoyez des emails pour éviter d'avoir qu'ils soient perçus comme des spams. Bien sûr, préparez beaucoup à l'avance. Plus le temps passe, moins vous allez avoir de temps. Donc c'est un point qui est essentiel, ce que vous êtes en train de faire. Et préparez le CES. Donc, anticipez déjà comment est-ce que vous allez faire pour suivre les rendez-vous par la suite, comment vous allez communiquer, tout ça. Yep. Alors, couverture média. Donc, la couverture média, il y a des choses qui sont lieu avant le salon, pendant et après. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer sur l'ensemble avec une gradation. Hein. Donc, c'est-à-dire que là aussi, ce n'est pas communiquer toujours de la même manière tout le temps. C'est de dire, OK, on va aller au CES, voici ce qu'on va présenter. Vous gardez une certaine part de surprise. Pendant, si vous avez des awards, par exemple, ça vous peut en parler. Et après, et donc ça, c'est un point qui est essentiel. Après, bien sûr, de voir quels sont les médias qui sont influents à toucher en priorité en fonction de votre domaine. Il est clair que si vous êtes dans... Alors bien sûr, tout le monde, entre guillemets, a envie d'avoir les grands médias. Encore une fois, ça va être plus compliqué cette année parce qu'ils seront beaucoup focalisés sur les élections présidentielles, parce que le CES en termes de grand public diminue un peu quand même. Mais en revanche, il y a un vrai rôle joué auprès d'un certain nombre de médias qui sont peut-être plus spécialisés aussi. Hein. Donc, il ne faut surtout pas les négliger. Hein. Voir comment ils fonctionnent. Donc, ça signifie, il faut voir si vous avez, je pense que Business France peut vous aider, si vous avez des RP ou pas des RP. Je pense qu'il y a Business France va vous aider là-dessus. Hein. Et voir aussi qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui va les intéresser. Donc, aussi, hein, ce que vous pouvez faire, c'est contacter déjà certains médias à ce sujet ou des RP à ce sujet. Préparez bien sûr votre dossier de presse hein, pour que ça soit très clair, pour qu'on voit directement quelle est la promesse, quels sont les angles d'accroche. Là, c'est un travail à faire en amont, hein, avec bien sûr des vidéos de démonstration qui soient explicites et si possible, avec au moins des photos ou des vidéos avec votre produit. Parce que bon, il y a plein de vidéos où on voit des sortes de dessins animés. Bon, c'est sympathique, mais c'est encore mieux si vous avez votre produit parce que ça le rend plus factuel, quoi. Alors, ça, c'est des petits points que vous trouverez d'ailleurs aussi dans certains points que vous trouverez aussi dans le rapport du CES d'Olivier. C'est vraiment des détails pratiques. Hein. Prenez des avions différents dans l'équipe, hein, avec soit un direct, soit des correspondances supérieures à 1h30. C'est du basique de chez basique, mais franchement, j'ai vu tellement de choses qui sont passées par rapport à ça, avec donc une correspondance supérieure à 1h30. Et si possible, la correspondance, si proche de Las Vegas, par exemple, ça peut être Salt Lake City ou par exemple Los Angeles, parce que c'est déjà arrivé un certain nombre de fois que on soit bloqué à New York à cause de la neige. Alors même si aujourd'hui la neige, enfin quoi qu'on ne sait pas, quand on voit ce qui s'est passé au Texas, tout peut arriver. Ne mettez pas tout votre matériel dans un seul avion. Il y a notamment si vous êtes évidemment au CES Unveiled. Il est arrivé un certain nombre de fois, je me souviens notamment avec, c'était Eric Carrel une fois et puis d'autres, Netatmo, où on n'a pas pu prendre l'avion, ils ont tout mis leur matériel dans un seul avion, ils n'ont eu aucun élément de démonstration au CES Unveiled. Donc il faut anticiper, alors soit venez un peu plus tôt, hein, vraiment plus tôt, hein, mais prévoyez toujours, mettez votre matériel dans 2 avions potentiellement différents, hein. Comme ça, si jamais il y en a un qui ne passe pas, au moins vous en avez un deuxième et potentiellement votre matériel pourra être bloqué par la douane. Encore une fois, c'est de l'anticipation. Prévoyez-le. Si tout se passe bien, tant mieux. Mais si ça se passe mal, au moins vous avez une solution de secours. Voilà.
Faites attention aux coûts exorbitants de Freeman sur les stands, des matériels, ça coûte très cher. Donc, il y a pas mal de startups, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent soit d'occasion, alors c'est encore mieux d'occasion, mais qui achètent sur place. Et après, plutôt que de les mettre à la poubelle, essayer de les redonner à des associations caritatives. Je pense que Business France a certainement plus d'expérience sur le sujet. Voilà, ça c'est un point. Souvent, les stands, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes font leur stand, entre guillemets, sur place. Ils achètent des produits sur place et ils le font. Parce que les Freeman, c'est juste horriblement cher. Organiser aussi pour que, d'un côté, effectivement, il faut que vous ayez 50% de planifier, mais pas 100% de planifier en termes de rendez-vous. Il faut que vous gardiez des temps libres, notamment le soir ou d'autres moments pour des rencontres. Voilà, parce que sinon, si votre agenda dit, non, désolé, je ne peux pas vous voir, donc c'est bien d'avoir du planifié, mais garder une marge de disponible pour l'autre reste. Et comme je l'ai dit, mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est d'un côté avoir des personnes sur le stand, bien sûr, qui répondent, mais d'autres qui visitent, à faire des rotations. Ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est planifier un petit peu là où vous voulez aller. Bon, au minimum, c'est Eureka Park. Ensuite, potentiellement, il y a peut-être une personne qui peut aller au-dessus si c'est pertinent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais qui sont un peu plus mûres en termes de produits et d'entreprises. Et si, par exemple, vous êtes, imaginons, dans le domaine de l'automobile ou peut-être des semi-conducteurs ou j'en sais rien, ou d'autres choses comme ça, là, ça vaut le coup de faire un petit coup d'œil, d'aller au LVCC, donc au Convention Center, parce que aussi, notamment, ça peut être aussi des prospects. Ou des partenaires. Donc, ça vaut le coup en disant, nous, on est à Eureka Park, ça nous intéresse de venir. Donc, c'est aussi des occasions de rencontrer ça. Et ça permet aussi de collecter pas mal d'infos. Donc, en termes d'agenda, donc évidemment, ça commence dès maintenant, mais sache que vous êtes dedans. Le 3 janvier, donc il y a le CES. Je crois que c'est le 3 janvier, je ne suis pas sûr à certains, mais de mémoire, ça doit tomber aux alentours du 3 janvier. Généralement, c'est 2 jours avant. Donc ça va très vite, 5 janvier au 8 janvier, donc vous allez être sur des rotules à la suite, donc pour le CES Las Vegas, donc ça va très vite. C'est très intense. Et après, derrière, après le 8 janvier, vous priorisez et ensuite vous relancez les différents partenaires industriels, financiers, etc. Après, quoi. Il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud, parce que sinon, après, si vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. Et voilà, donc voilà, moi je suis pile poil dans les temps, donc 33. C'est parfait, 33, 3 minutes de retard. Non, je plaisante bien sûr. J'imagine qu'on a beaucoup de questions, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est toujours plus sympa, ou écrire dans le chat. Alors, Hubert qui nous dit, nous bénéficions de combien de bases d'entrée peut-on inviter des prospects? Alors, chaque startup aura le droit à 10 passes exposants et comme chaque année, à 1000 passes d'invitation pour les visiteurs. Ce qui est quand même assez conséquent, on va pas se mentir. Donc, tu auras accès après via le dashboard. Donc, tu vas bientôt recevoir normalement un contrat à $0 qui sera envoyé par les organisateurs. Et via le dashboard, tu pourras récupérer toutes les invitations. Pauline qui nous dit l'Unveil n'est pas le 4. Non, c'est bien le 3 janvier, l'Unveil. Ouais, l'Unveil, c'est un point qui est très important. J'en ai pas trop parlé ici, mais c'est vraiment le moment où tous les médias vont regarder comment dire ce que vous faites. C'est destiné aux médias. Tout est réuni. D'ailleurs, c'est pas mal aussi intéressant de faire un tour, d'avoir une personne qui fait un peu le tour, parce que ça vous permet un peu déjà de sentir un peu ce qui va marcher ou pas marcher. Donc, n'hésitez pas aussi à ce que ça soit percutant de votre côté, parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles, de médias qui vont utiliser ce qui se passe au CES Unveil pour communiquer par la suite, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Ils sont tellement pris que c'est un point crucial. Et en termes de retombées presse, c'est vraiment un événement qui est intéressant et abordable, pour le coup. Ouais. Au lieu de passer par des CRP françaises ou américaines, où il faut dépenser des sommes incroyables. Là, pour le coup, c'est $750 l'entrée pour l'Unveil, et en termes de retombées presse, ça vaut vraiment le coup. Il y a d'autres événements aussi comme Showstopper, il y en a un autre aussi que j'ai oublié. Bon, après avoir, je ne sais pas si encore c'est si pertinent que ça. Maintenant, je pense que, mais à voir, parce que j'y suis allé une fois à l'un, mais auparavant c'était vraiment important d'y aller. Maintenant, je suis moins sûr, pour être honnête.
Et Showstopper, c'est très américain, hein, de ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai jamais fait, Ouais. mais… Et il y a un autre aussi, mais j'ai oublié le nom, mais il y a 2 événements en fait. Mais, Il y a le… c'est pas le Showstopper, c'est le… Oui, il y en a un troisième, j'ai oublié le nom aussi. Pouvez-vous rappeler le principe de l'unveiled et le timing? Alors moi de mon côté, alors ce qui se passe, c'est que en fait, ça commence aux alentours de, donc, a priori, ce sera lundi, aux alentours de mémoire, c'était aux alentours de 18 h, et ça dure environ jusqu'à 20 h 30, quelque chose comme ça. On se trouve en fait dans une sorte de grand salon, on va dire. Enfin, c'est un très grand salon, hein, où un certain nombre d'entreprises, pas mal d'entreprises de Reka Park sont présentes avec leurs produits. Ils ont un tout petit stand qui fait, je sais pas, 1 ou 2 mètres, enfin, je sais pas combien de mètres carrés, mais peut-être 2 mètres carrés. Enfin, pas 2 mètres carrés, mais ça doit être pas beaucoup de mètres carrés en tout cas. Et en fait, on fait vraiment, on peut faire le tour. Voilà, tout est très concentré, hein, et donc les médias viennent là, prennent des photos et utilisent en fait ça pour mettre en avant effectivement les trouvailles qu'ils auront vues, quoi. Donc, et en général, toutes les parties presse, il y a pas mal de choses qui sortent le lendemain en disant tiens, voici ce qui va arriver au CES, quoi. Ouais, c'est vraiment un événement média où vous faites des démos produits et vous adressez les démos face à un panel de journalistes internationaux. Donc, il y a un unveil à Paris qui a lieu il n'y a pas longtemps, le 19 octobre, qui le vendent international, mais pour le coup, c'est quand même très franco-français. Un Amsterdam, qui est moins intéressant, et celui qui est à Vegas, pour le coup, qui est vraiment ouvert à l'international et très intéressant en termes de retombées presse. Yann qui nous dit, j'ai entendu dire qu'il y avait des tours organisés pour les VIP où la City présente une sélection de startups. Une idée de comment faire pour faire partie de la shortlist? Alors moi, il y en a un que je connais bien, c'est le Hub Institute qui fait des tours. Donc ça vaut le coup, mais je pense que Business France aussi a les contacts, mais ça vaut le coup de se renseigner auprès d'eux, hein, parce que eux, bon, pour le coup, ils sont français. Après, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, les grands groupes français, il y en a beaucoup qui passent par le Hub Institute. Il y en a d'autres, hein, qui font des tours organisés aussi, hein. Et donc, effectivement, une des bonnes manières de faire, c'est de communiquer auprès d'eux sur ce que vous faites, hein, et de voir potentiellement si vous pouvez y aller, hein. Je ne sais pas si toi, Romain, tu es en relation avec certains d'entre eux, mais… Non, mais on peut demander, bien sûr, Oriane. Moi, j'en connais quelques-uns, hein. Il y a notamment, à la tête, il y a Vincent Ducret. J'en connais quelques-uns qui sont à la tête de ProHub Institute, en tout cas. Voilà. Mais ça vaut le coup. Parce que ça veut dire qu'ils vont passer par chez vous, en fait. Il nous reste 20 minutes. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse ma petite présentation pour rappeler un peu les deadlines, les éléments de com à savoir pour le salon. Il y a plein d'éléments que tu as déjà évoqués, Dimitri, hein, sur la partie vol, hôtel, hébergement. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais essayer d'être clair et concis. Je vais vous partager mon écran. Alors là, vous voyez mes mails. Vous voyez. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, très bien. C'est bon? OK. Bon, je vais essayer de faire simple et rapide. Donc, on a présenté l'équipe tout à l'heure, donc l'équipe pilote à Paris qui drive le projet. On n'est pas que 6 sur le projet. Il y a une grosse partie du réseau Business France à l'étranger qui est mobilisée sur le projet. Une trentaine de personnes sur 8 pays différents, dont les US, bien sûr, le Canada, Corée, Taïwan, Japon, et en Europe, on a mobilisé les bureaux Allemagne, Italie et UK, plus des membres de la French Tech, sans parler des CCI qui sont mobilisés. Donc, c'est un gros projet, le CES, qui mobilise environ entre 80 et 100 personnes qui travaillent de loin et de près sur le projet. Donc là, vous avez l'équipe pilote à Paris. Petit point rapide sur l'historique, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça fait 8 ans que Business France est sur le CES, avec plus de 500 startups accompagnées en 8 ans et plus de 250 millions d'euros qui ont été levés depuis 8 ans. Espérons qu'on passera à la barre des 300 millions d'euros levés en 2022. La préparation, on en a parlé, je ne vais pas m'éterniser dessus. Bien préparé, il vous reste 2 mois avant d'aller au CES, bien préparé, tout ce qui est deck, support de présentation, flyer, site internet en anglais. Bien évidemment, on voit trop de boîtes qui partent au CES avec des sites encore en français.
Et ça, pour être crédible, c'est un peu compliqué. Donc, pensez bien à mettre le site en anglais, c'est le minimum. La prise de contact, la prospection avant d'aller au CES, visiteurs, exposants. Parlez-vous entre vous. Il y a beaucoup de synergie entre exposants français et autres. D'ailleurs, il n'y a pas que les visiteurs qui sont importants sur les salons. Et bien sûr, rodez le pitch, parce que pendant 4 jours, vous allez pitcher la même chose toute la journée. Donc, préparez bien le pitch en anglais, court, 1 minute max. D'ailleurs, il y aura une session de prévue le mercredi 4 avec Pitch My Startup à ce sujet. Donc, vous avez sous les yeux le programme du bootcamp qui va être étalé sur tout le mois de novembre et un peu en décembre. L'idée, c'est de faire des sessions assez courtes, d'1 heure, du grand max. Il ne faut pas vous prendre toute la journée. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler de levée de fonds mardi avec Bol et Kim Adventure, qui est géré par Jean de la Roche-Brochard, qui est donc Kim Adventure, qui est le fonds de Xavier Niel. On va parler d'industrialisation avec Arrow, All Circuit, Dassault Systèmes. On va parler de prise de parole le 4 novembre avec Pitch My Startup. Comment construire un pitch pour un salon en anglais. On va parler de relations presse, comment s'adresser à des journalistes sur un salon, de relations distribution. On va parler de transport de matériel, très intéressant, avec la douane, toute la partie réglementation, et aussi Bolloré notamment, qui est partenaire de l'événement. On va parler de propriété intellectuelle avec l'INPI, de cloud avec Scaleway, des pratiques bancaires. Après, on aura des grosses sessions sur Exporter A avec le réseau de Business France qui est mobilisé, exporter en Asie du Nord-Est, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie. On va parler de distribution en Amérique, de venture capital et à la fin, on terminera par comment s'implanter aux États-Unis avec Jet Fiducial. Donc, le réseau, comme j'ai dit, Business France est mobilisé sur le salon. Donc, une mission basique pour eux, ça va être de rameuter leur écosystème au local pour organiser des rencontres sur place et également pour faire de la communication sur la présence française auprès de leurs contacts. Mais au-delà de ça, on va mettre en place pour la première fois cette année des rencontres grands comptes sur sélection de dossiers parce qu'il y aura 140 ou 150 startups présentes. On ne pourra bien sûr pas faire plaisir à tout le monde. Ça va être compliqué. Et chaque bureau présent dans les 8 pays que vous avez sous les yeux mobilisera entre 5 et 8 grands comptes selon les pays. Et l'idée, c'est de faire des mises en relation sur place ou en ligne. Donc, je prends un exemple tout bête. Je pense que nos amis en Corée du Sud travailleront avec Samsung. Si Samsung a un besoin de recherche, de techno dans tout ce qui est, un exemple tout bête de réalité virtuelle, et si on a des boîtes françaises qui proposent des technos de la réalité virtuelle, on fera des points de rencontre avec Samsung sur le salon ou en ligne s'ils ne peuvent pas se déplacer. Toujours sur sélection de dossiers, on aura aussi également des rendez-vous experts qui seront organisés par nos équipes Business France aux États-Unis. Ils appelleront donc avant de se déplacer au CES 40 ou 50 startups françaises. Et l'idée, c'est de faire des points personnalisés, des coachings personnalisés d'1 heure pour vous préparer au CES et pour comprendre aussi votre positionnement sur le marché américain. Et pour la première fois cette année également, nous mettrons en place des awards. Je sais que les organisateurs en mettent chaque année, payantes. Donc, ils ouvrent le concours en général tout le mois d'août jusqu'à début septembre. Nous, on va en mettre en place des gratuites pour récompenser, pour mettre en avant 1, 2 ou 3 entreprises françaises du pavillon France avec des remises de prix qui sont faites sur le salon par nos partenaires, par l'INPI, BNP et Dassault Systèmes. Et dans les récompenses, on est en train de voir que nos partenaires, mais par exemple la BNP, pourraient intégrer la start-up récompensée dans leur programme d'accélération. Donc ça, c'est en cours, on vous donnera plus de détails dans les prochains jours. Pour l'hébergement, on a déjà parlé. On a des offres Air France que vous avez dû recevoir avec un vol direct du 4 au 8 janvier. Ils sont en discussion pour essayer d'ouvrir un autre vol du 3 au 9 janvier. Je n'ai pas plus de précision parce que c'est vrai que le 4 et 8 en tant qu'exposant, ce n'est pas forcément très pratique, c'est plus pratique pour les visiteurs. Donc ils sont en discussion pour réouvrir un vol du 3 au 9, donc on vous tiendra au courant. Pour la partie hébergement, donc il y a 2 écoles. Prendre un hôtel sur le strip, vous allez forcément payer assez cher, mais vous serez à 2 pas de l'événement pour y aller à pied. Ou prendre un Airbnb plus loin, moins cher forcément, mais il faudra par contre prendre un taxi ou louer une voiture pour aller sur le salon. Donc le Recap Park, là où se trouve le salon, est au Venetian Hotel, au Venetian Expo, anciennement le Sun Expo. Donc, vous avez toute la liste de tous les hôtels qui sont à proximité. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais quand on s'éloigne un peu plus de l'hôtel Flamingo, déjà du Flamingo, on en a pour à pied 15-20 bonnes minutes porte à porte pour se rendre à pied au salon. Et après, quand on parle du Bellagio, Paris-Las Vegas, on est quand même un peu plus loin. Mais bon, si vous avez marché, ça posera pas de problème. Les hôtels qui sont sympas, c'est le Treasure Island. On va normalement chaque année.
qui est à 10 minutes à pied de l'expo, qui est moins cher que Venetian. Et cette année, on va être pour la première fois au Venetian. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a payé pour une semaine pile, on a payé 2275 € pour une chambre avec 2 grands lits doubles. Ce qui est quand même assez excessif. Donc, vous avez des hôtels un peu moins chers, comme je viens de le dire, le Trésor ou le Flamingo. Donc, l'Eureka Park est sur la partie Tech West. Le CES en lui-même est réparti sur 3 districts différents, une partie Est, une partie Sud et une partie Ouest. Donc, nous, on sera sur la partie Ouest, sur le hall G, Venetian Expo, donc dans le Venetian Hotel. Vous pouvez prendre les transports pour les amateurs du métro parisien. Il y a un métro à Las Vegas, aérien pour le coup, qui part du MGM et qui va jusqu'au Sahara. Donc, si vous êtes un peu plus loin dans les hôtels comme le MGM ou le Monte Carlo, donc les hôtels qui sont plus loin que le centre d'expo, vous pouvez prendre le métro aussi. C'est une solution efficace et pas chère pour se déplacer à Vegas, en tout cas sur le Strip. Alors, CES 2022, Dimitri m'a parlé, il y aura une plateforme en ligne qui sera ouverte pendant un mois. Bien évidemment, sur le salon, vous n'aurez pas le temps de passer du temps sur la plateforme en ligne, mais si vous avez des équipes à Paris qui ne se déplacent pas, ça peut être intéressant de les mobiliser dessus pour prendre contact avec les entreprises qui seront sur la partie en ligne. Le salon donc, dure 4 jours, comme chaque année d'ailleurs, du 5 au 8 janvier, commencera à 10 h le 5 janvier, finira à 18 h et finira à 16 h le 8 janvier. Je vous conseille fortement de venir le 4 janvier sur le montage, il faut vous préparer et pas venir un peu à l'arrache le 5 janvier. Nous, on sera présents dès le 2 l'après-midi, voire le 3 au matin. On fera de toute façon un groupe WhatsApp avec tous les exposants français. On pourra se rencontrer sur la partie montage ou autre si vous avez des questions. Le pavillon French Tech, on est toujours au même endroit depuis 8 ans, sur le triangle doré entre les 2 autoroutes du business. On accueillera cette année 145 exposants versus 160 il y a 2 ans, donc une légère baisse. C'est normal quand on s'est engagé au mois de mars, on a préféré diminuer légèrement l'espace d'exposition parce que c'est vrai que ça pouvait être compliqué pour une start-up d'avoir de la visibilité sur 6 à 8 mois. Mais on restera tout de même, je pense, assez nombreux sur le pavillon. Donc le pavillon French Tech, normalement vous avez tous reçu les informations de mes collègues Delphine et Candice pour la partie aménagement. Les kakamonos seront interdits. Pensez bien à faire un bon visuel parce que la communication sur le stand est souvent négligée, mais le visuel très très important sur un salon, que ce soit sur le CES ou ailleurs d'ailleurs. Et la date d'envoi des visuels doit être envoyée avant le 15 novembre, sinon ça va être compliqué après avec les réglementations émises par nos standistes. Transporteur, on en parlait tout à l'heure. On vous conseille vivement, si vous avez beaucoup de matériel à envoyer, de passer par un transporteur. Nous, on travaille tous les ans avec Bolloré. Ils ont l'habitude, ils connaissent très bien le CES. Caroline connaît très bien son sujet. Donc, n'hésitez pas à passer par eux ou par Well également, qui ont l'habitude de travailler sur les États-Unis ou sur Flamma Gérant également. Donc, on vous enverra la presse, vous aurez les coordonnées. N'hésitez pas à les embêter, ils sont là pour ça. La communication, on en a parlé tout à l'heure. Le CES, c'est un événement où on cherche de la visibilité. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir de la visibilité sur le CES. Faire appel à une agence RP américaine. Bon, ça coûte très très cher. C'est minimum 10 000 $. Il faut vraiment avoir un gros budget pour en avoir une. Agence RP française, c'est un peu moins cher, mais on est sur des prix assez excessifs, aux alentours de 5 000 – 6 000 €. Donc, en contrepartie, ce qui peut être intéressant, on en a parlé avec Dimitri tout à l'heure, c'est l'Unveil Vegas qui coûte 750 $ et qui vous permet de faire des démos produits face à un panel de journalistes internationaux. Les awards aussi, mis en place par les organisateurs qui sont intéressants. Malheureusement, les inscriptions sont fermées. N'hésitez pas, pour faire du bruit sur l'événement, d'aller partager et liker à la page LinkedIn de l'événement. Et on fera, comme j'ai dit tout à l'heure, un groupe WhatsApp des exposants français pour communiquer sur le salon après ou même avant. Les side events, donc c'est un peu trop tôt pour en parler. On a plein de sujets en cours, mais dans ce qui est prévu, donc il y a l'Unveil Vegas, on en a parlé, je vais pas en parler. Il y aura des coffee breaks prévus sur le stand Business France, organisés par nos partenaires, par l'INPI, par la BNP et Dassault Systèmes. Ce sera gratuit, on vous accueillera volontiers pour prendre un croissant et un café, donc un croissant américain, c'est pas mieux qu'un croissant français, mais ça reste un croissant. On aura également une rencontre distributeur organisée par notre partenaire Channel Hub le 5 janvier. Donc l'idée, c'est de faire une sorte d'unveil, mais pas réservé aux médias, réservé uniquement aux distributeurs.
Donc pareil, même principe, l'entreprise pourra faire une démo produit et présenter son produit face à un panel de distributeurs internationaux. C'est un événement payant, 850 €, qui sera le 5 janvier de 8h à 10h et qui sera bien sûr éligible au chèque relance export. Donc pour le coup, ça peut être très intéressant. Il y aura un événement de networking qui sera organisé par Via ID et CNPA pour toute la partie mobilité avec des sessions de pitch. On reviendra vers vous pour les startups intéressées qui sont dans ce secteur-là, avec des invitations et plus d'infos concernant l'événement. Et pareil, il y aura un cocktail sur le pavillon France Automobile, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 pavillons en France, un sur le Reka Park et un sur le West Hall, sur le hall mobilité et automobile. Et ce sera ma collègue Fanny qui gère cette partie-là, et elle accompagnera à peu près 15 startups. Donc il y aura un cocktail d'organiser, on pourra inviter également nos startups dans la mobilité, en discussion pour les side events, donc on parle avec plein de monde, d'ailleurs rien encore de fait, mais on est en discussion avec Abbott, qui est un laboratoire américain, une sorte de Pfizer, qui sera intéressé pour faire un événement avec nos startups dans le domaine de la medtech. Donc là on est en discussion, on verra ce qu'on peut faire avec eux. On va ouvrir aussi des discussions avec Legrand, L'Oréal. Bref, plein de monde, donc il n'y a rien encore de précis. Il y aura normalement encore cette année une soirée francophone organisée par la Tribune, le Village et par Business France, donc c'est encore en discussion. On verra ce qu'on pourra faire au mois de janvier. On vous enverra toutes les infos en temps voulu. Le chèque relance export, on en a déjà parlé, normalement vous êtes tous au courant, mais on peut faire une petite piqûre de rappel. Donc le chèque relance export prend en charge 50% du coût de la prestation dans la limite d'un plafond de 2 500 €. Il faut savoir que le chèque relance est cumulable avec la subvention région. Donc autant dire que pour la partie exposition, vous ne paierez pas grand-chose. Pour faire la demande, il faut absolument faire la demande avant l'événement. On a beaucoup de gens qui nous demandent de faire le dossier après l'événement. C'est trop tard, malheureusement, on n'aura pas la main dessus. Et tout se passe sur le site teamfranceexport.fr. Il y a un dossier à télécharger. C'est vraiment très simple d'accès. On va refaire un point plus complet après si vous voulez. Point sanitaire, ça a été annoncé. Tous les vaccins homologués par le service de santé américain et par l'OMS seront acceptés sur le salon et il faudra faire un test PCR négatif de moins de 3 jours pour se rendre aux États-Unis. Par contre, pas de test PCR pour se rendre sur le salon, heureusement, parce que vu le prix des tests PCR à Vegas, ça aurait été un peu embêtant. On est sur des tests PCR à 300 $, donc c'est un peu élevé, mais pour le moment, ça n'a pas été annoncé, ça ne sera pas obligatoire pour le CES. La distribution de goodies sera autorisée sur le CES, de flyers également. Les caterings, les cocktails, etc. sont également autorisés sur l'événement. Alors, j'ai mis masque obligatoire sur le salon, j'ai vu aucune info là-dessus. C'est vrai qu'à Vegas, en ce moment, dans les casinos, partout, personne ne met le masque. J'ose penser que sur le salon, avec tout l'afflux de visiteurs internationaux qu'il y aura, on soit obligé de mettre le masque, mais je n'ai pas vu l'info dessus, mais prenez quand même des masques au cas où. On ne sait jamais. Et je finirai par la phrase de Gary Shapiro, qui a eu la Légion d'honneur il n'y a pas longtemps, qui a dit que la France était le pays européen qui a obtenu le plus de récompenses pour des innovations, avec une belle photo de Platini en fond. Et maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à, let's go to Vegas. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Bonjour Romain. J'en profite juste pour la question du parking. Est-ce qu'on a éventuellement un parking accessible pour les exposants ou pas sur place? Il n'y a pas de parking accessible pour les exposants. Je sais qu'en 2020, beaucoup de startups avaient des voitures et qu'ils les garaient un peu comme ils pouvaient. Donc, je ne sais pas si dans le chat, dans les startups connectés, certains ont déjà loué des voitures et pourraient nous expliquer un peu les tips pour garer sa voiture au CES. Je sais que ça se fait facilement. Alors, tu n'auras pas de parking à dispo pour les exposants, mais je sais que les personnes qui louent des véhicules pouvaient les garer assez facilement à Vegas. Ok, ça marche. Merci. Bonjour Romain, Clara de Franchisee La Poste. Salut Clara. Salut. Petite question sur les actions Business France que tu as mentionné. Tu as parlé d'un formulaire. Est-ce que c'est un formulaire commun pour, alors de mémoire, c'était quoi? Les mises en relation grands comptes, les awards Ils ont des experts. Normalement, Aurélie a tout reçu de La Poste. Ok. Voilà, Ok, je peux te l'envoyer. Enfin, je vous le renverrai de toute façon, on fera un mail. Ouais, tu le renvoies de toute façon dans le mail, mais du coup, c'est un seul formulaire pour tout ça? C'est un seul formulaire pour tout ça, ouais. On va Ok, éviter de faire d'accord. 40 formulaires, on en fait un complet assez simple.
Ok. Et c'est compris dans le package. Et c'est compris dans le package, bien Ok. évidemment. Super. Ok, merci. Oriane qui nous demande est-ce que la partie digitale vaut vraiment le coup? J'ai eu des échos mitigés de la version 2021. Alors, oui, en 2021, c'était compliqué, on va pas se mentir. On sait envoyer des touristes dans l'espace, mais faire des bons salons en ligne, on a encore du mal. Donc, oui, 2021, c'était compliqué. Là, vous n'aurez clairement pas le temps pendant le salon de passer du temps sur la partie en ligne. Si vous avez des équipes à Paris à mobiliser, pourquoi pas. Mais on vous conseille quand même de mettre les infos de base sur la vitrine, les logos, descriptifs, visuels, et de checker quand même un coup d'œil sur les personnes présentes, mais ne perdez pas votre temps avec ça, vous serez déjà trop occupé sur le salon. Ouais, juste un point par rapport à ça, effectivement, enfin, disons, le tout c'est de préparer ça, en amont, et deuxièmement, grosso modo c'est une vitrine, donc ça signifie aussi que vis-à-vis des visiteurs, hein, dans certains cas vous pouvez leur dire de revenir effectivement sur le site pour vous donner des informations, donc il faut que vous ayez les éléments effectivement de base. Pour les interactions, sauf si vous avez des équipes à Paris, effectivement, c'est pas là où vous allez le faire, mais en revanche, soignez-la quand même, parce que c'est quand même juste votre vitrine, quoi. Donc, et c'est à vous après que vous pouvez le référer dessus par la suite, y compris pour la presse, pour les investisseurs, regardez tel ou tel type, et après, vous pouvez réutiliser tous les éléments pour d'autres choses par la suite, hein. Bien sûr. J'ai préparé le matériel en français plus anglais, le tout en anglais, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a trop de boîtes qui partent avec un site en français au CES et pas de crédible, c'est un peu compliqué. Donc l'idéal, c'est de tout préparer en amont, d'avoir toutes les brochures, les docs, les decks, les sites en anglais. Comme ça, vous serez prêt pour le CES. Romain, Oui, ça. je reviens sur la partie Unveiled Las Vegas. Pour y participer, est-ce qu'on passe via notre dashboard pour concourir à l'offre, ou on passe directement par vous? Ou il y a un lien? Comment Tu ça se passes passe? par le dashboard. Après, je ne sais pas si vous avez reçu, ils m'ont dit hier qu'ils devraient envoyer les contrats à $0 pour avoir accès au dashboard dans la semaine. Je ne sais pas si vous les avez Je reçus. confirme. Tu l'as reçu? On l'a reçu, oui. Ok. Donc, je vais refaire un mail. J'ai dit à nos contacts de pousser l'unveil à tous les startups françaises présentes au CES. Donc, normalement, vous devrez recevoir l'info prochainement. Ok, très bien. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, pour la réservation des billets, ça change la donne. Si on participe à l'Unveiled, par exemple, au 3, on ne peut pas arriver le 3, quoi. Tu peux arriver le 3 au matin, ça se fait. Après, oui, il faut mieux être à l'après-midi, quoi. Ok. Non, c'est casse-pipe, hein, ça, hein, enfin, en général, il faut toujours venir au moins un jour avant l'unveil, hein. Je veux dire, le jour même de l'unveil, c'est vraiment casse-pipe, hein. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine. Ok, merci pour l'info. Pour amener des capteurs de taille moyenne qui tiennent dans une valise en cabine, non destinée à la vente, a-t-on besoin de faire des démarches particulières en termes de douane? Bonne question. On a une session avec la douane prévue vendredi prochain. Je pense que Isabelle pourrait lui poser toutes ces types de questions. Ils seront plus à même de répondre. Ouais, à la limite, ça vaut. Enfin, normalement, ça se dit pas trop, mais c'est pas mal d'avoir entre guillemets quelques trucs. Enfin, si c'est pas des grosses quantités, etc., d'en avoir quelques-uns dans votre valise, etc. Tant que ça paraît pas comme des produits d'importation, etc. Ça va, quoi. Donc c'est pas mal d'en avoir sous le coude, hein, entre guillemets. Enfin, si jamais il y a un souci, quoi. On a une question. Combien de personnes, start-up, estimez-vous nécessaires pour optimiser le salon? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être prendre la parole, c'est peut-être plus simple. Ah, la personne est peut-être partie. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est moi qui ai effectivement notifié la question. Je vais la repréciser. Ma question, c'était combien estimez-vous de personnes nécessaires par startup? Ah, par startup. Est-il nécessaire de déplacer, entre guillemets, pour optimiser ce type de salon? 3, c'est 3 minimum. 2, c'est vraiment 3, c'est vraiment pas assez. 4, c'est l'idéal. 3 minimum. D'accord, très bien, c'est noté, merci. J'ai fait un webinaire avec, je crois que c'était la région Hauts-de-France, là, pour le CES. Il y avait une boîte qui était intervenue et qui avait dit qu'ils avaient fait une première fois le premier CES à 2 et qu'il avait fortement regretté. Parce qu'il y a tellement de sollicitations à droite à gauche sur le stand, il faut vraiment être 3 minimum, ou voire 4. 4 dans l'idéal.
Beaucoup d'informations reçues sur beaucoup de choses, de ce que tu nous as présenté, visuel, vitrine, unveil. Ok, je vous enverrai la presse, on vous enverra les deux presses de Dimitri et de moi-même après l'intervention. Si tu as des doutes ou des questions, vous pouvez nous contacter directement, moi et Audrey ou Dimitri. Sinon, dans la presse, tout est clair, il y a tous les bons contacts normalement pour la partie stand. Il faut savoir que pour la partie stand, on a un service architecture dédié à ça, pour l'aménagement. Donc, les contacts dans la presse et pour toute question liée à la personnalisation, à l'aménagement, il faudra contacter directement Delphine et Candice. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. On vous enverra également le programme de coaching qui commencera la semaine prochaine. On vous enverra peut-être les invitations directement pour que ça soit bloqué dans l'agenda. Et on reprendra mardi avec la partie levée de fonds dans le hardware notamment, avec Bold et Kim Aventure. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui. Pas la dernière, mais en tout cas une question. Vous avez précisé que vous alliez arriver plus tôt pour la partie montage. Et moi, de ce que j'avais compris, nous, on pouvait y accéder que le 4. Non, le 3, ça sera accessible le 3, le 4 et même le 2. Ok, trop bien. Et du coup, ça se passe comment? Est-ce que vous savez déjà si les transporteurs, ils amènent les produits plus tôt et que du coup, ils seront accessibles dès le 2 ou le 3 ou si... Bonne question. De mémoire, en 2020, oui, ils apportent, tout dépend le matériel, mais oui, normalement, le 3 et le 4, tout sera sur le stand. Ouais. Après, ça se négocie avec eux, ça aussi. Ok, ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'aurais une question concernant les visuels. On nous a demandé des visuels pour le catalogue qui ont déjà été envoyés. Là, on nous parle d'une deadline le 15 novembre pour le visuel pour le stand. Ouais. Quelles sont les consignes exactement? Est-ce qu'il y a des instructions, des formats, des choses particulières? Alors, vous avez dû normalement recevoir ce qu'on appelle un carnet d'informations techniques qui est envoyé par mes collègues. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, on pourra vous le renvoyer. On a reçu énormément de choses. J'imagine. Vous êtes accompagné par l'Île-de-France, l'IMT? Non, le Sud, région Sud. Région Sud. Il faudra voir avec Sylvia ou Marianne pour cette partie-là. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on se fait inonder de j'imagine bien, centaines de mails, d'informations, et au final, on ne sait plus. Enfin, il faut du temps pour regarder tout ça, quoi. Ouais. Donc, vous confirmez que le visuel pour le stand, c'est quelque chose de spécifique qu'il faut vous envoyer à part? Oui, il y a mes collègues. Donc, je vous enverrai la presse, il y aura toutes les infos dedans. Ça marche, merci. Camille qui nous dit: je n'ai reçu aucun élément annoncé aujourd'hui pour la région Île-de-France. Bon, c'est un peu normal parce que vous avez été sélectionné il n'y a pas très longtemps de mémoire. Je sais que Benoît et Jocelyn sont sur le coup et vous recevrez normalement tous les éléments assez rapidement pour la partie catalogue, pour la partie formulaire startup, pour tout le reste. Et je suis désolée, j'ai une autre question. Nous, nos produits, on compte les faire amener uniquement par transporteur parce qu'on fait des produits qui sont trop volumineux pour les amener directement avec nous. Et est-ce que vous savez si... J'ai discuté déjà avec Caroline de Bolloré et aussi avec les responsables de notre région, on vient avec la Bretagne, mais personne n'a su me répondre pour le moment. Est-ce que vous savez si une fois qu'on a amené un produit sur notre stand, typiquement pour l'Unveil, on pourrait le prendre et l'amener. Enfin, c'est quoi comme produit? Du salon ou pas? C'est quoi comme produit? C'est un meuble. Ok. Standard électroménager, donc 60 par 60 par 80. On peut le porter à 2, mais il est assez gros, quoi. Ouais. Il se démonte facilement? Ça va, oui. Ouais, est-ce que l'idéal, faire appel à un transporteur? Parce que, quand tu as eu Bolloré au téléphone, ils t'ont dit que c'était compliqué de transporter de l'Unveil au salon? Et bah, du coup, elle m'a dit que eux, ce qu'ils m'ont dit tous, c'est que une fois qu'on avait amené quelque chose qui arrivait dans le salon, on n'avait pas le droit de ressortir avec avant la fin du salon. Ah. Et est-ce qu'ils peuvent faire l'inverse, l'emmener directement à l'Unveil et le redéplacer après? C'est-à-dire que
On a vraiment un colis très lourd. Mais là, il y a juste pas. Bon, après, il y a ce qui se dit et parfois ce qui se fait. Hein. Alors après, je sais pas. Normalement, dans les règles, effectivement, c'est ça. Hein, c'est assez fixe. Après, parfois, il faut un petit peu trouver des astuces pour certaines choses. Hein. Donc après, à voir un peu comment vous pouvez vous organiser, mais parfois, Freeman ont des règles extrêmement strictes et parfois, c'est un peu l'enfer sinon. Ok. Et je sais qu'il y a Hubert, il vient de mettre un message d'ailleurs, qui a le même problème. Qui me dit, Ok, je ne savais pas si c'était pour moi. Joséphine, si tu peux me rentrer en contact avec Hubert qui a. Oui, bonjour. Salut Hubert. Bonjour. Oui, on a exactement le même problème, mais nous, ça fait 5 mètres de long. Ok. Non, vous avez Et un c'est pire pas drôle. problème que nous. C'est pas drôle. Ok, bah n'hésite pas à écrire-moi par mail si tu veux. Je viens de le mettre Ouais, dans le chat. normalement, je suis en vue. Dans l'après-midi, ça te va? Parfait, ouais, merci. Super. Il faudrait peut-être faire appel à un transporteur en local Ouais, c'est ce qu'on cherche, nous. Ou sinon, louer une remorque. ou une remorque. Ouais. Donc, Ok, merci. on se contacte. S'il y en a d'autres, contactez-nous aussi. Ouais. Faire des prix de groupe, ça peut être sympa aussi. On pourra avoir l'adresse d'ailleurs de tout le monde, les coordonnées. Bah, dans le mail, tu auras les coordonnées de tout le monde. Ouais. Ok. Ouais, mais ok. Ouais, t'as raison, dans le mail, on les a, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, on reste disponible. Hein. Moi, André et Dimitri. N'hésitez pas à nous appeler. Samedi, dimanche même. Bonjour, moi j'ai une petite question, une petite invitation, si vous me permettez. Donc en fait, j'ai été sélectionné avec ma startup Home à travers l'Île-de-France, la région Île-de-France, et il nous a dit de remplir un formulaire sur le site du CES. Ouais. Sauf que j'ai rempli 2 fois et à chaque fois, j'arrive juste à la fin du formulaire sur une page Thank you et j'ai pas de récapitulatif du formulaire, j'ai pas reçu de mail, donc je sais pas si. Tu n'as reçu aucun mail de l'aide des organisateurs te disant merci pour le formulaire, on revient vers toi dans 2-3 semaines? Non. Est-ce que tu as bien inséré dedans le groupe Form signé par Business France? Tu as dû normalement également signer. Ouais, ça c'est je l'ai bien mis. On a eu le même problème, nous aussi, on a dû le remplir plein de fois pour que le dossier soit accepté. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché pendant plusieurs fois. Ok. Ah, ok. Bon, c'est bon à savoir. Mais du coup, on l'a rempli plein de fois jusqu'à ce qu'on reçoive un email en revanche qui nous dise qu'ils allaient revenir vers nous. Et en effet, c'est assez long. Ouais, ça c'est bon. Ok. Bon, bah ça marche. Je vais remplir plusieurs fois. Et puis, si j'ai un souci, de toute façon, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Pour l'ESTA, formalité pour l'entrée aux USA, y a-t-il une case particulière à cocher? Non, pas forcément. J'ai fait la demande la semaine dernière. Pas de case spécifique à cocher pour aller au CES. Après, si vous avez passé des vacances en Afghanistan le mois dernier, ça va être compliqué d'aller au CES. Mais normalement, non, c'est bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. Merci à tous. Vous êtes connectés. On vous enverra toutes les infos cet après-midi ou demain matin. On se retrouve mardi pour parler de levée de fonds et mercredi pour parler d'industrialisation. Passez une bonne journée à tous. Merci beaucoup, Dimitri, d'être rendu disponible pour parler CES. Avec plaisir. Merci à tous et on se dit à très vite. Merci à vous pour vos informations. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.